Bon, il n'y a personne derrière la caméra, donc c'est moi voilà. Bonjour. Bonjour du domaine de la ferme, où nous sommes avec, je pense, 35 degrés. Donc j'espère que vous êtes tous au frais, que vous prenez bien soin de vous. Je voulais remercier toutes les personnes qui avaient participé au dernier week-end. On attend le prochain week-end d'ici 24 heures, en espérant que les personnes viendront trouver ce qu'elles ont besoin et leurs recherches, c'est-à-dire des réponses, des échanges, de l'amitié, du partage, etc. Donc ça, c'était une petite intro, voilà, pour attaquer un sujet qui est un sujet un peu complexe et qui s'appelle le surdoué. Le surdoué est-il androgyne? Quelle est la position sexuelle? On parle de sexe féminin, masculin, on ne parle pas de sexualité en soi. Je vais revenir sur la théorie de Lacan, non pardon, la théorie de Jung. Lacan c'est après. La théorie de Jung pour parler de l'androgynité, le côté androgyne psychologique du surdoué. Il y a quelques années, j'avais déposé une thèse qui expliquait, en reprenant évidemment Anima Animus de Jung, j'avais repris cette thèse en disant que que chaque personne avait un côté féminin, un côté dit féminin qui n'a rien à voir avec la féminité, un côté dit féminin et un côté dit masculin. Je pense que j'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus. Et en fait, en reprenant cette théorie, qui était la suivante, voilà, donc Jung parle d'anima animus, notre côté féminin et notre côté masculin. Je me dis à cette époque, à ce moment-là, je pense que c'est pas suffisant et qu'on peut peut-être aller plus loin dans en utilisant justement féminin-masculin, que je vais traduire anima animus, féminin-masculin, aller plus loin dans cette réflexion. Et je m'aperçois que toutes les personnes qui se rencontrent, quand il y a une rencontre, que deux personnes s'entendent tout de suite, je m'aperçois qu'elles ont le même... alors si on donnait par exemple, moi je travaille beaucoup sur les schémas, hein, donc je continue sur mes schémas. Si par exemple une personne a 80% de féminin et 20% de masculin, et qu'elle rencontre une autre personne et que leur féminin font à 100% et leur masculin à 100%, alors je ne sais pas trop, je me souviens plus comment j'avais positionné cette thèse, mais en tout cas, quand deux personnes se rencontraient, je m'apercevais que ça faisait un 100%, ce que j'avais appelé un schéma en X, c'est-à-dire que tout leur féminin s'emboîtait, tout leur féminin de la même façon. Voilà. Donc quand on rencontrait une personne qui avait le même taux de féminin et le même taux de masculin, qu'on était à 100% et 100%, évidemment je parle de schéma. Et eh bien, ça donnait une entente parfaite. Et j'ai trouvé ça très curieux et j'avais commencé à réfléchir en me disant, si on se basait uniquement sur l'histoire de féminin-masculin, en reprenant l'histoire de Jung, anima animus, on pourrait peut-être évidemment voir les personnes qui s'entendent et ça deviendrait logique. Alors ça deviendrait logique parce que le féminin va engager la créativité, le masculin tout le côté rationnel. Le symbole que moi j'ai mis en place sur le féminin, c'est le côté maternel, l'affect, tout ce qui se relie à l'affectif et à l'amour, etc. Et pour le côté masculin, tout ce qui est rationnel et surtout le grand symbole matériel, c'est-à-dire tout ce qui est matériel et matérialisable, et surtout l'action. J'avais mis cette théorie en place à un moment en disant plus vous fabriquez du masculin et plus vous atrophiez votre côté, plus vous fabriquez du masculin, oui ça, et plus vous atrophiez votre côté féminin. On est un peu fatigué, on a passé beaucoup de temps à arranger les choses ici et à préparer les week-ends, donc j'ai un peu la tête pleine, mais bon, je vais continuer quand même. Donc, pour revenir à cela, le masculin prenant l'action sur le féminin, si on atrophie notre féminin, la plus belle partie de l'être humain, c'est sa partie féminin, puisque c'est son côté créatif. C'est le côté qu'on doit mettre en place, qu'on doit utiliser pour pouvoir vivre, pour pouvoir se vivre, pour pouvoir se détacher, pour pouvoir être dans l'amour, entre guillemets, dans l'affect, etc. Le côté masculin apporte effectivement, de toute façon, ce côté structure, rationnel, matériel, et tout ce qui se rattache à un esprit très cartésien. Voilà. Évidemment, le bon équilibre, c'est de pouvoir s'entendre avec notre partie féminin et notre partie masculin. La question, c'est est-ce qu'on vient sur Terre avec une partie féminin? Est-ce que c'est inné, une partie féminin et une partie masculin? Ou bien est-ce que nous pouvons acquérir une partie féminin ou une partie masculin? Je pense qu'on a beaucoup de féminin en soi et qu'on doit se décharger de tout ce qui te rattache à la partie masculin pour arriver à évoluer dans une partie féminin qui est la créativité. Partant de cette théorie, à l'époque, j'ai continué à observer évidemment mes amis surdoués. J'ai continué à regarder le surdoué, quelles étaient ses particularités, comment on pouvait l'aider surtout, parce que toutes ces histoires de vidéos sont faites évidemment pour réfléchir,
pour échanger, pour voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas, pour voir pourquoi on a tellement voulu, on a tellement dit que le surdoué était malheureux, qu'il y a une partie évidemment sombre chez le surdoué qui restera de toute façon une petite partie dans la nuit, mais qu'on arrivera peut-être un jour à en parler et à élucider. En tout cas, quoi qu'il en soit, il fallait quand même bien comprendre pourquoi les surdoués avaient quelque chose de particulier. Et quand je reprends cette théorie donc, que j'ai mis en place, en prenant Anima Animus de Jung, je m'aperçois que les personnes qui s'entendent, alors je reprends ce que je disais, les personnes qui s'entendent tout de suite, qui fusionnent, qui ont quelque chose en commun rapidement, comment on appelle ça, qui s'emboîtent, incash, on dit en brésilien, en français c'est qui s'emboîtent, voilà. Qui s'emboîtent, qui s'encachent entre elles, qui s'emboîtent entre elles, avec qui ça fonctionne très bien. Pour le surdoué, on dira les personnes qui fusionnent entre elles. Les autres, on dira les personnes qui fusionnent, les autres personnes diront, pardon, qui fusionnent, et nous on dira, ou se passionnent, et nous on dira qui symbiotisent. Pardon. Donc on s'aperçoit que les personnes ayant un féminin et un masculin à égal, toujours dans des histoires de schéma, s'entendent tout de suite parfaitement bien. Et puis en prenant du recul, je m'aperçois aujourd'hui avec certitude que le surdoué a une partie féminin et une partie masculin qui pourrait être représentatif, symboliquement évidemment, qui pourrait être représentatif de par exemple 50% de féminin et 50% de masculin. À supposer que, c'est un schéma évidemment, à supposer qu'une personne surdouée ait 50% de féminin et 50% de masculin, on arrive à ce que les personnes, lorsqu'elles se rencontrent, s'emboîtent parfaitement bien. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a cette espèce de symbiose qui est à la base la symbiose, comme l'a dit Lacan, la Vierge Marie et son enfant dans le symbole, mais qui est repris avec le surdoué, qui est très symbiotique. Et si on parlait de féminin-masculin chez le surdoué, on arrive à quelque chose qui fusionne, qui s'emboîte parfaitement. D'où ce que je dis et que je maintiens jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, c'est que le surdoué, lorsqu'il rencontre un autre surdoué, il y a immédiatement quelque chose qui fusionne, quelque chose qui est du domaine de la symbiose, quelque chose qui s'échange dans l'harmonie, dans la fluidité. Et voilà, c'est l'histoire des surdoués. Donc après, nous devons évidemment, en tant que psychanalyste, en tant que chercheur, en tant que écrivain, en tant que formateur, etc., nous devons évidemment arriver à mettre des mots sur tout ça pour que ça devienne plus rapide à comprendre et pour qu'on puisse élucider cette grande énigme du surdoué. Voilà. Donc, ça me fait rire quand je dis des grandes choses, un peu comme ça. Mais donc, alors, après, si on reprend cette théorie, si on arrivait par exemple à supposer que le surdoué est un 50-50 de féminin et de masculin, pour qu'il y ait cette espèce d'entente très parfaite entre les surdoués. Évidemment, après, ce qui va faire la différence, mais j'en parlerai de la différence entre les surdoués, c'est l'évolution et le travail qui a été fait. Quelqu'un qui découvre qu'il est surdoué depuis 48 heures n'a pas le même trajet de compréhension et de parcours que celui qui a fait, comme moi, comme les autres, enfin, qui ont travaillé sur le sujet, qui ont essayé d'éclaircir. Il y a tout ce cheminement à faire, qu'on essaye d'ailleurs c'est pour ça que j'essaye de mettre symboliquement des schémas en place pour gagner ce temps précieux, que le surdoué arrive à se connaître et à se démasquer, enlever ses filtres, etc. Donc si on reprend cette théorie, alors j'y vais doucement parce que c'est un peu raide, si on reprend cette théorie de Anima Animus de Jung, et si on reprend chez Freud la sexualité, mais on ne parle pas de sexe, si ce n'est de c'est quoi un homme et c'est quoi une femme, dont les sujets m'ont largement passionné, et j'en parlerai en dehors évidemment du sujet précis des surdoués. Mais si on reprend, ce que disait Lacan en disant... Non, enfin Freud disait femme et homme. Freud disait 2 femmes ensemble sont des homosexuels, c'est-à-dire de même sexe. 2 hommes ensemble sont des homosexuels, ça veut dire de même sexe. On ne parle pas de sexualité, on parle de sexe féminin, masculin, on parle d'identité. Et on sait combien les identités sont une grande souffrance chez le surdoué. Et on sait combien le surdoué va avoir du mal à s'identifier. C'est pour ça qu'il y a toutes ces recherches sur le surdoué. C'est pour ça que tout le monde met en place c'est quoi un surdoué, comment ça marche, comment ça fonctionne, comment ça s'entend, et pourquoi et comment. Parce qu'en fait, on peut ramener tout à l'histoire les travaux de Freud qui parlent d'identité. Alors, c'est quoi un homme et c'est quoi une femme? Ça commence là l'histoire.
on ne parle pas de l'homme en tant que position sexuelle, bien évidemment, ça serait trop simple. On ne parle pas de la femme dans sa position sexuelle, ça serait évidemment trop basique et trop bas de gamme. Mais on parle de c'est quoi un homme et c'est quoi une femme dans ses positions sociales. Ça veut dire position sociale, ça veut dire à quel moment je suis femme et à quel moment je suis homme. À quel moment j'agis en tant que femme et à quel moment j'agis avec la position de l'homme. Alors on peut considérer que l'homme étant très rationnel. Alors on parle de symboles, on est vraiment dans des symboles, on n'est pas dans des choses... Et la grande question, c'est celle-ci. À quel moment une femme prend une décision, elle est vraiment dans une position de femme, et à quel moment un homme fait un acte social ou un acte, je sais pas, familial, n'importe quoi, à quel moment il est dans sa position d'homme. On voit bien depuis quelques années qu'il y a des changements dans l'histoire d'identité, que les femmes sont plus décisionnaires et tout. Mais est-ce que ça leur enlève pour autant leur position de femme ? C'est de cela dont je parle. Socialement, c'est vrai que certaines femmes prennent le pouvoir. Est-ce que le pouvoir a toujours été donné à une identité d'homme? Et c'est de ça la complexité de l'identité. Et c'est aussi cela. La complexité du surdoué, c'est de trouver son identité entre homme et femme, entre hypersensibilité et côté rationnel, entre l'affect et le mécanique, entre l'évolutif et le mécanique, entre la créativité et l'action, entre le surdoué qui est souvent apathique, légume et tout ça, qui est le contraire du combat, qui est un combat non pas vers le monde, mais un combat contre lui-même. Alors toutes ces positions-là sont évidemment les grandes interrogations du surdoué. Et c'est là où je dis, si on prenait un surdoué et qu'on imaginait qu'il y ait 50% de féminin, 50% de masculin, et qu'on commence à travailler sur les identités du surdoué, on s'aperçoit, et je me demande si c'est pas ça la clé du mystère, enfin d'un des mystères de l'identité du surdoué, c'est que le surdoué a une apparence psychologique, enfin je veux dire un fonctionnement psychologique complètement androgyne, c'est-à-dire mi-femme et mi-homme. Mi-femme et mi-homme, parce qu'en parlant avec des personnes surdouées qui ont eu des difficultés, dont j'ai fait moi-même partie de ces personnes-là qui recherchaient une identité, à un moment, le surdoué se demande s'il n'est pas homosexuel. Devant toute la difficulté qu'il a à s'intégrer dans une société, il finit par se poser la question, mais est-ce que je ne serais pas homosexuel? Est-ce que si j'acceptais mon homosexualité, est-ce que mon identité ne serait pas plus simple? Est-ce que je ne serais pas en souffrance et en recherche de moi-même? Alors c'est très curieux que nombreux sont les surdoués qui l'ont avoué, les autres l'ont peut-être pas forcément avoué, mais qui ont fait cette recherche. Je me souviens être moi-même passé par cette interrogation. Finalement, je suis peut-être homosexuel, peut-être que si je vais avec une femme, j'ai plus de problème, j'ai plus d'angoisse. Il y a cette interrogation qui est très curieuse chez les surdoués. Alors peut-être chez tout le monde, hein, mais bon, on n'est pas chez tout le monde, donc on va se cantonner sur le surdoué. Et à ce moment-là, je me suis demandé si justement le surdoué n'avait pas cette position psychologique, cette position socialement parlant, d'être à la fois homme et à la fois femme. Ce qui fait évidemment une pensée psychologique androgyne, c'est-à-dire qu'il peut être décisionnaire à la fois d'une position de femme, c'est-à-dire dému d'un certain pouvoir et reprendre une identité plus dans la sensualité féminine, voilà, même si c'est féminin. Bon, c'est difficile après d'expliquer, il faut savoir ce que c'est anima animus, hein, mais vous cherchez sur Internet, vous allez trouver. Et ensuite, ce côté masculin et cette position homme. Et je m'aperçois de plus en plus que, par exemple, les hommes ont une grande sensibilité, les hommes surdoués, les hypersensibles aussi, hein, mais je veux dire, les hommes surdoués ont une énorme sensibilité créative, qui fait partie de justement ce pourcentage féminin, selon la théorie de Jung. Et ensuite, reprise par hasard, c'est pour ça que j'ai envie de rigoler. Mais bon, il ne faut pas que je rigole, parce que c'est un sujet qui est difficile, parce qu'on peut le prendre de travers, on peut mal le comprendre, on peut mal l'entendre. On parle des identités, on parle du problème identité. Et ensuite, si le surdoué est androgyne, si le surdoué a une partie homme-femme, dans ses positions sociales, dans ses positions de réflexion surtout, alors on peut comprendre beaucoup de choses chez le surdoué. Alors on peut comprendre pourquoi les surdoués entre eux ont une espèce d'harmonie, de s'entendre. Je n'ai pas dit parce qu'ils étaient homosexuels, j'ai dit simplement qu'ils ont des parties qui vont s'accommoder plus facilement qu'avec d'autres personnes. Et je parle surtout de homme-femme dans la pensée, comme le disait Lacan, qui d'ailleurs Lacan dira, tout au long de sa vie, l'homme, avec un grand H, ne sera jamais s'il est homme ou femme. Et ça, c'est quand même très important de comprendre cette phrase de Lacan qui dit à quel moment j'agis en femme et à quel moment j'agis en homme. Il parle évidemment, il reprend les identités selon Freud. Et ça me paraît très important dans un monde dans lequel nous vivons, qui bouge énormément, que le surdoué comprenne bien qu'il a cette position homme et cette position femme. Je parle dans les décisions, je parle dans les prises de contact, dans la façon d'être avec l'autre, je parle socialement parlant.
d'être décisionnaire d'un côté et d'être un peu soumis de l'autre. Je parle de toutes les positions qui sont dans la vie, parce que je pense que le surdoué est complètement androgyne psychologiquement, et que de ce fait, il y a vraiment, pour ces motifs, une entente très particulière entre surdoués. Voilà, ça c'était le sujet sur les identités, une partie des identités, puisque tout au long de sa vie, Lacan disait bien, on recherchera si on est homme ou femme, c'est-à-dire à quel moment nous agissons en tant que femme et à quel moment nous agissons en tant qu'homme. Et en fait, les identités sont très perturbatrices, puisqu'elles engagent chez une personne la sensation d'être perdue. Vous êtes nombreux à m'appeler et me dire ou écrire « Raymond, je suis perdu ». À partir du moment où vous vous sentez perdu, c'est que vous n'avez plus cette identité, vous ne savez plus qui vous êtes. Alors évidemment, il y a une phrase que reprend Freud et qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, par exemple, qui dit, je ne sais plus où, enfin, peu importe, en tout cas existe, et qui dit tu ne sais pas où tu vas si tu ne sais pas d'où tu viens et tu ne sais pas où tu es. Et Freud reprendra cette chose en disant il faut savoir d'où on vient pour savoir où on est et pour savoir où on va. Et c'est bien la problématique du surdoué, qui ne sait pas d'où il vient, il ne sait pas où il est, et surtout il ne sait surtout pas où il va. Donc il faut vraiment remettre ses identités en place, que ça me paraît très 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 important, l'identité, puisque c'est le premier je, le premier moi, le premier... Et ensuite, Freud disait notre présent est notre futur, et notre présent... C'est-à-dire que notre passé est notre présent et notre présent est notre futur. Donc c'est important de savoir où on vient, qui on est, etc. C'est colossal, ce principe d'identité sur lequel j'ai énormément travaillé entre Freud, Jung et Lacan, puisque chacun a laissé des travaux sur ce sujet. Et j'aimerais affiner l'histoire pour le surdoué. Et je pense qu'un des mystères du surdoué, de son entente et de sa particularité, se joue justement à ce niveau-là, sur l'identité du surdoué qui est complètement différente de l'identité d'une personne normale. Voilà. Donc ça, je tenais à préciser ces dernières choses sur lesquelles je travaille. Enfin, je me passionne. Et comment dire, et observez bien, cherchez bien votre identité, ce qui engage une énorme angoisse. Et justement, c'est peut-être ça aussi, une des angoisses du surdoué. Évidemment que le surdoué est angoissé. Évidemment que c'est difficile pour moi de dire le surdoué est en souffrance parce qu'il est trop intelligent. Et évidemment qu'on remercie Jeanne Fashion de son livre « Trop intelligent pour être heureux ». Mais derrière cette intelligence, il y a autre chose où il faut vraiment aller au fond de l'histoire pour bien comprendre. Et je pense que l'androgynité psychologique du surdoué, c'est-à-dire sa partie mentalisée homme-femme, est très importante pour qu'il puisse se positionner dans son identité, dans sa recherche, et sortir d'une espèce de tragédie. Alors, parce qu'il faut quand même comprendre quels sont les symptômes d'identité. C'est-à-dire quelqu'un qui est en perte d'identité, c'est-à-dire je ne sais pas si je suis homme ou femme, tout au long de ma vie je ne saurais pas quand je suis homme et quand je suis femme, disait Lacan. Ensuite, anima animus, on a une partie féminin, une partie dite féminin, une partie dite masculin, selon Jung. Moi, je reprends en disant le surdoué est très particulier, et a une très grande particularité, une très grande, oui, c'est ça, quelque chose de très particulier dans son côté féminin et masculin qui serait moitié-moitié, ce qui fait que ça le met tout le temps en position de ne pas savoir où il est, qui il est, d'où il vient, etc. Et en fait, en travaillant bien ce sujet, c'est-à-dire en commençant à entendre cette histoire, il me semble qu'on arrive à éteindre une des tragédies du surdoué. Qui fait que c'est vrai que les symboles de perte d'identité sont extrêmement douloureuses parce que c'est limite de l'agoraphobie, c'est limite de je ne sais pas qui je suis, et si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où je suis, je ne sais pas où je vais. Donc c'est un peu ça l'histoire du surdoué, c'est où je suis, qui je suis et où je vais, et d'où je viens. Donc pour cela, il faut vraiment engager cette histoire de bien comprendre c'est quoi notre partie féminin, c'est quoi notre partie masculin. Je répète, notre partie féminin détient toute la créativité, tout ce qui va être de créer un lieu comme celui-ci pour recevoir l'originalité, que les personnes se rencontrent. C'est ça la créativité. C'est aussi peut-être trouver des symboles, c'est aussi écrire, c'est aussi trouver des choses. C'est ça, toute notre partie créativité. Notre partie masculin, c'est évidemment se positionner. Le surdoué est quelqu'un de très engagé en général. C'est quelqu'un qui a du mal à s'imposer pour les raisons de doute qui sont permanentes, qui sont en permanence chez lui et qui le protègent parce qu'il a une telle intelligence que s'il n'avait pas ces doutes, il serait un fonceur et un détraqueur de murs. Enfin, il se prendrait des murs toute la journée. Donc heureusement qu'il a ses doutes et ses peurs. Donc quelqu'un me demandait de me parler des peurs ce matin sur un mail,
je me souviens plus de son nom, mais elle va se reconnaître, c'est pas grave. Et les peurs du surdoué sont quelque chose qui sont très protecteurs pour lui. Je me demande si... enfin, je veux dire, est-ce qu'on a besoin d'aller voir les peurs existentielles au-delà de la compréhension de qui nous sommes, d'où nous venons et où nous allons. Voilà, l'identité, c'est celle-ci. Quand on est en perte d'identité, on se sent perdu, on se sent perdu dans un monde incompréhensif. Donc, les pertes d'identité et l'identité est très importante pour ces motifs. Voilà, j'espère que vous avez compris. Il fait 35 degrés. On vous embrasse de Normandie. Nous sommes au Club des gens heureux. Donc, rejoignez-nous si vous en avez envie, si le cœur vous dit. Vous vous faites parrainer par un des membres et voilà, c'est suffisant. Voilà, je vous embrasse. J'espère que cette théorie anima animus de Jung, repris par Azon, et vous aura éclairci sur pourquoi est-ce que deux surdoués s'entendent. Voilà, c'est toute l'histoire, c'est ça. Pourquoi est-ce que deux surdoués se comprennent dans l'instinct? C'est parce que notre partie féminin va rentrer avec la partie féminin de l'autre, ce que Freud appelait homosexualité de même sexe, et notre partie masculin va s'emboîter avec l'autre. Et nous avons peut-être, en trouvant cela, résolu un des drames très perturbateurs chez les surdoués. Voilà, je vous embrasse, je vous dis à très vite. On va demander à Juliette qui a éteint la caméra. Merci.